Congo, c'est notre héritage. Et ça m'a belé pessimiste. Il est écrit dans la parole: prie pour ton pays, car ton bonheur en dépend. Nana mboka mususu te, mboka nanga nde Congo. Lelo nasepeli, nayemba pona mboka nangai. Navandaki mwa tango ya méditation. Nabotama na Zaïre, na tango ya Mobutu. Naza na mangwele, namoni pe mingi na mokili yango. Kaka ba discours ke Congo pays scandale géologique. Esuka na masolo, kasi na miso na mona te. Yoka maloba ba Congolais mosusu ba kolobaka. Toteka mboka ngo, tokabola mbongo. Basusu na pembeni ba koloba boma Congolais. Otika nyoka, ce méchant c'est touchant. Na mituni nzambe, alakisina na vision. Maloba nazo yemba, yango na boni na yemba lelo Congo. Voilà, bonsoir chers téléspectateurs de la radio Lisanga Télévision. C'est bel et bien votre émission face au public. C'est vrai, ça fait un long moment, on n'est pas venu vous présenter notre émission comme d'habitude. Il y avait un confinement et on s'est dit que non, nous devons respecter quand même ces moments de confinement. Mais il y avait tellement de questions par rapport aux téléspectateurs. Vous avez demandé que l'émission revienne et nous sommes là. Ce soir, je ne serai pas seule sur ce plateau. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est face au public. Il y a un public avec moi. Je serai aussi accompagnée de Kalim Lamenji qui sera là ce soir avec moi et notre invité que nous allons vous présenter tout à l'heure là. Bonsoir Kalim. Bonsoir Tiffany. Comment tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va aussi, tout doucement. Ça fait longtemps. Oui, bon, on était dans le confinement. Finalement, par la pression de la population, on ne pouvait pas rester. On est venu justement, disons, les servir. Et tout en respectant les mesures barrières que le gouvernement a données. Voilà. Voilà, merci à toi, merci à Kali. Donc bonsoir public. Nous allons revenir sur vous tout à l'heure là pour poser les questions à notre invité. Nous avons dit tout à l'heure que nous recevons pour vous plutôt sur ce plateau le docteur Noël Tchani, qui est un acteur politique que vous connaissez, et puis candidat présidentiel aux élections 2018. Il est aussi un ancien, je crois, fonctionnaire à l'FMI plutôt. Donc vous allez m'excuser pour cette petite présentation. Bonsoir, docteur Noël Tchani. Bonsoir. Mon nom complet, c'est docteur Noël Tchani Mwadjanvita. Mwadjanvita, voilà. Lui-même l'a complété. Comment vous allez? Je me porte relativement bien, sauf le pays qui est très malade. Le pays est malade, c'est vrai. J'espère que les gestes barrières sont vraiment respectés partout où vous êtes chez vous à la maison. J'avais dit tout à l'heure, l'heure que nous recevons pour vous le docteur Noël Tchani, il s'est présenté une brève présentation plutôt de la part du docteur Noël Tchani avant de prendre Kalim Lamenji pour nous introduire dans cette émission. Oui, d'abord je voudrais vous remercier de me recevoir ici donc à RLTV, une télévision que j'apprécie beaucoup. Ma présentation, c'est souvent délicat de parler de soi-même, mais brièvement, je dirais que je suis un petit garçon congolais né en Ngandajika, dans l'actuelle province de la Lomami, où j'ai étudié l'école primaire et secondaire avant de venir à Kinshasa. Et mon gouvernement, le gouvernement du Zaïre à l'époque, m'avait donné une bourse pour aller étudier à l'étranger. J'ai étudié en Belgique, en France et aux États-Unis. J'ai un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. J'ai fait des études postdoctorales à Harvard, aux États-Unis. J'ai travaillé pendant 10 ans dans les banques commerciales et d'investissement à New York. Et pendant 30 ans à la Banque mondiale à Washington, où j'étais directeur résident couvrant plusieurs pays en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Donc voilà brièvement ma présentation. Mais en plus de cela, j'ajouterai simplement que je suis aussi l'auteur du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Voilà. Comprenez que nous sommes devant un expert en finance et en économie. Donc, Kalim Lamenji, je laisse le plateau pour introduire.
Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Nous étions sur terrain et donc il y a les Quinois, donc les Congolais en général, ont suivi le procès de 100 jours dernièrement, la dernière audience particulièrement. Et ces Quinois auraient, il y a, par rapport à toutes ces questions qu'ils ont eu à se poser, on aimerait savoir, est-ce qu'ils auraient tort de qualifier la Banque centrale, parce qu'on a beaucoup parlé de la Banque centrale, est-ce qu'ils auraient tort de qualifier la Banque centrale d'institution mafieuse au regard de tout ce qui a été dit au niveau de ce procès? En fait, on va juste prendre quelques faits. Par exemple, lorsque la population apprend qu'on peut aller prendre de l'argent au niveau de la Banque centrale et se trimballer avec dans la ville et aller se donner de l'argent dans une chambre d'hôtel, etc. Où on peut transférer de l'argent de la Banque centrale à une banque commerciale, en fait, dans des comptes, on va dire, pas fiables. Alors, on se pose des questions. Est-ce que les Quinois auraient tort de qualifier cette institution disons, une institution mafieuse? Oui, effectivement, comme tous les Congolais, j'ai suivi le procès Vital Kamerhe et Sami Djamal en direct à la télévision, et j'étais aussi sidéré, estomaqué, surpris par ce que nous avons entendu de la bouche du gouverneur de la Banque centrale. Tout ce que vous avez dit là, ça a réveillé la conscience de beaucoup de personnes. D'abord, le procès a donné l'impression que l'administration publique congolaise en général est très désorganisée et que les fonds publics sont gérés n'importe comment. Mais la Banque centrale, qui a une mission qui lui est confiée par le législateur, je voudrais, à titre d'illustration, donc dire aux téléspectateurs que le rôle de la banque est défini dans l'article 176 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans cet article, on dit que la banque a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire, qui a pour mission de donner au peuple congolais une monnaie stable et crédible. Malheureusement, ce rôle n'est pas joué. Pourquoi? Parce que notre monnaie est tout sauf stable. Elle vacille au jour le jour. Deuxième mission attribuée à la Banque centrale, c'est de superviser le secteur bancaire. Superviser le secteur bancaire, nous avons entendu comment l'argent sortait de la Banque centrale et transféré donc à Ecobank, n'arrive même pas à Ecobank, est intercepté par la banque intermédiaire qui est la Robank. En toute impunité, l'argent sort de là et des gens retirent l'argent en cash dans les environs donc de 30 millions de dollars. Et ça s'évapore donc dans la nature, on ne connaît pas donc la destination de cela. On a cru entendre le gouverneur de la Banque centrale s'est dédouané un peu justement de tous ces rôles dont vous êtes en train de parler, par exemple suivre où est-ce que l'argent est parti, etc. Bon, effectivement, c'est ça que les gens sont en train de douter un peu là-dessus, et ça a choqué un peu plus d'un. Vous savez, j'ai étudié les banques et les marchés financiers à New York, oui, dans l'une des meilleures universités qui donne des formations dans ce domaine-là. Et je connais la réglementation aux États-Unis qu'on appelle des A à Z. Ici, nous avons ce qu'on appelle la réglementation d'échange. L'article 5 de la réglementation d'échange de la République démocratique du Congo dit spécifiquement que quand on a une transaction des montants de 10 000 $ ou plus, les paiements doivent se faire par virement bancaire. Donc la Banque centrale avait à faire un transfert de 57 millions de dollars. Une fois qu'on a fait la transaction, il faut savoir quel était l'objectif. L'objectif était que la transaction devait partir de la Banque centrale à Ecobank, parce que c'est là le compte bénéficiaire s'est trouvé. Mais pour des raisons de mécanisme de paiement, il fallait passer par une banque intermédiaire qui est la Robank. La réglementation d'échange, dans son article 5, dit que non seulement que la banque fait le transfert bancaire, mais il appartient aux autorités compétentes. C'est ça le mot qui est utilisé. Les autorités compétentes, c'est-à-dire le gouverneur de la Banque centrale, doit s'assurer du bon dénouement de la transaction. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que ça veut dire, c'est que non seulement qu'on fait le transfert pour que l'argent parte de la Banque centrale à Ecobank, il faut que la Banque centrale s'assure que l'argent est arrivé à destination.
Il appartient à la Banque centrale de vérifier avec Ecobank pour savoir si l'argent qui était transféré était arrivé là-bas. J'étais choqué d'entendre que la Banque centrale ferme les yeux une fois que l'argent donc est sorti. On ne vérifie pas. Il s'agit ici de la gestion des fonds publics. Mais comment vous pouvez expliquer cette indifférence? Comment vous expliquez ça? Moi, je pense que c'est un manquement grave et une violation très sérieuse de la réglementation d'échange. Et le gouverneur de la Banque centrale doit être tenu responsable de cela. Et je ne sais pas s'il ne connaît pas la réglementation de l'institution qu'il dirige. Mais ça, c'est ce que j'invite tout le monde à lire l'article 5 de la réglementation d'échange de la Banque centrale du Congo. Et vous allez trouver qu'il y a 2 paragraphes. Le premier paragraphe, les virements doivent se faire par transfert bancaire. Et deuxième paragraphe, on fait obligation aux autorités de la Banque centrale de s'assurer du bon dénouement de la transaction, c'est-à-dire de vérifier pour s'assurer que l'argent qui était transféré était bien arrivé à Ecobank. Et dans ce cas, le travail n'a pas été fait. Merci. Tiffany, tu aurais une question? Non, nous allons juste continuer avec le public. Si vous avez une question, posez la question au docteur Tiani qui est là. Puis nous allons revenir juste après. Vous vous présentez avant de poser la question. Merci pour la parole. Moi, c'est M. Nicolas Koudia, je suis inspecteur à l'urbanisme. Je suis aussi ingénieur. Ma question, je voulais poser au docteur. Je l'aime tant parce que j'avais voté le docteur lorsqu'il était candidat aux élections présidentielles. Merci. La banque n'est pas un dépochoir pour que le directeur peut faire un transfert d'une grande somme sans un bon garde-fou. Si vous étiez président de ce pays, qu'allez-vous faire pour cette situation qui vient de se passer entre les directeurs et l'argent du projet 100 jours? Merci. Ce que j'allais faire concernant la Banque centrale, j'allais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois que la Banque centrale a failli à sa mission, d'abord de bien gérer les fonds publics et de s'assurer que quand on fait les transferts, ces transferts sont soutenus par un soubassement. Dans ce cas précis, j'étais surpris d'entendre qu'il n'y a pas de soubassement, il n'y avait pas de contrat d'importation de ces maisons préfabriquées. Et la licence d'importation qui était présentée à la Banque centrale était de 12 500 000 $. Comment est-ce que la banque arrive à justifier un transfert qui va au-delà de la licence qu'elle-même elle avait donnée? Donc, on a transféré 57 millions de dollars au lieu de 12 500 000. Il y a détournement des fonds publics. Et non seulement qu'on a transféré plus d'argent que la licence n'exigeait, mais on a transféré cet argent qui n'est même pas arrivé à destination à Ecobank, a été intercepté par des magouilles quelconques au niveau donc de la Robin. Donc je pense qu'il y a eu détournement des fonds publics et la Banque centrale doit être tenue responsable pour cela. Si j'étais président de la République, je révoque la haute direction de la Banque centrale immédiatement. Merci, Dr Noé Tiani. Une autre question? Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Ok, merci. Lai Espérance Emeka. Na otuna mutuna na lingala po balobe monsieur za bilingue. Pona ba otuna soto ba olanda biso, ba yoka ka français, ba yoka français, o ba ya lingala pe ba yoka lingala. Biso soto olanda ke procès à 100 jours. To yoka kinde gouverneur ya banque centrale à Lubaki que tango batinda ki ya futa mbongo wana mbongo na banque ezalaki te, mais quand même ba réserve ezalaki. Alors que tu as dit que la réserve est normalement pour réguler le taux d'échange sur les marchés. Mais dès qu'il y a attaqué Maboko, pour financer le dossier à 100 jours, et si bisiment tout le monde que le taux d'échange est mati, est-ce que tu as vu que le baquet, dès qu'il y a mati sur les marchés, et ça conséquence, il y a financement, il y a projet à 100 jours. Merci Mingi Maman pour la motuna nayo. Ça, c'est une question extrêmement importante. Réserve d'échange de la Banque centrale du Congo, il faut tout garder en go conformément d'abord aux accords que nous avons avec les partenaires internationaux. Il y a des règles pour cela. Normalement, il faut que les réserves d'échange représentent environ 4 à 6 semaines d'importation. Et cette règle-là, pour notre pays,
actuellement ou au moment où cette transaction était effectuée, n'était même pas respectée. Pourquoi? Parce que nos réserves représentaient à peine 3 semaines d'importation. On était en deçà de ce qu'il fallait. Alors, on n'utilise pas les réserves d'échange n'importe comment. On n'utilise pas les réserves d'échange pour acheter des cacahuètes, pour acheter des maisons préfabriquées, pour acheter des chaussures. On garde les réserves d'échange pour des raisons de stratégie, pour que, en cas de nécessité extrême, on puisse faire appel à ces épargnes-là que le pays aurait faites. Mais on ne peut pas utiliser les réserves d'échange pour n'importe quoi. Par exemple, s'il y avait une question de souveraineté nationale, la République démocratique du Congo est en guerre avec un pays voisin et qu'on a besoin d'acheter des munitions pour défendre le territoire national. Oui, on peut faire appel à l'utilisation des réserves d'échange parce que sans ça, le pays va perdre donc la souveraineté, on va être conquis par un autre pays. Mais on ne peut pas juste se réveiller un matin, décider n'importe comment d'utiliser ces réserves. On peut aussi utiliser les réserves pour intervenir sur le marché d'échange afin de garder le taux d'échange du franc congolais par rapport au dollar stable, pour éviter qu'il y ait donc trop de fluctuations et que ça entraîne en quelque sorte la perte du pouvoir d'achat de la population. Je considère que le fait qu'on ait utilisé des réserves d'échange dans ce cas ici, c'était une violation encore importante de notre constitution qui dit que la Banque centrale a pour rôle de pouvoir gérer correctement les fonds de l'État, la gestion donc des réserves d'échange. Et cette gestion n'est pas assurée comme il se doit. Donc je considère encore une fois de plus que la Banque centrale a failli à sa mission. On a mis en avant les intérêts donc personnels au lieu des intérêts du peuple congolais, et c'est une situation qui est tout à fait déplorable et inacceptable. Voilà, vous avez encore une autre question? Dans la même mot, en fait, au lobby et la violation de la constitution, et pour le lobby que bon la banque centrale ba réserve, il faut pas utiliser en haut na ba raison moko o eza ce qui besoin moko ya souveraineté nationale les allés. Alors projet à 100 jours et les projet d'urgence. Et ça projet d'urgence et puis ils ont répondre à nos besoins sociaux. Il fallait que ça la maison préfabriquée pour na ba militaire na ba policier. Alors bison surtout toyebi ba policier na ba militaire na bison ndeni baza ko vivre. Est-ce que pour nayo social ya congolais ils ont besoin nationalité? Oui, la construction de logements acceptables pour nos militaires et nos policiers, c'est une nécessité nationale. Parce que je viens, avant d'arriver ici, je suis passé par le camp Kokolo et je vois comment nos policiers sont logés. C'est des conditions tout à fait inacceptables. Mais nous devons savoir comment organiser la construction de ces logements-là dans des conditions normales. Donc le gouverneur a qui n'a raison. Non, il a utilisé le bon. Non, laissez-moi parler d'abord. Je voudrais que nous puissions situer la construction des logements des militaires et des policiers dans une vision de développement où nous planifions des choses correctement. Parce que d'abord, on ne peut pas construire un pays en important de l'extérieur des maisons préfabriquées. Vous savez ce que ça veut dire? Quand on importe des maisons préfabriquées, ça veut dire qu'on crée des emplois, pas au Congo, mais dans le pays qui a fabriqué ces maisons préfabriquées. Parce qu'une maison préfabriquée est constituée de quoi? Elle est constituée donc des murs. Ces murs-là sont faits soit d'aluminium, soit du bois, d'acier, ainsi de suite. Il faut fabriquer ces matières premières-là. Elles sont faites donc des câbles qui vont être utilisés pour pouvoir installer l'électricité. Ces maisons sont faites donc des ampoules qui seront fabriquées. Donc tout ça, ce sont des produits qui seront fabriqués dans le pays exportateur, pas en République démocratique du Congo. Donc nous créons des emplois en Turquie et nous gardons le chômage en République démocratique du Congo. Je voudrais déjà dire que pour nos militaires et nos policiers, qui sont parfois oisifs et qui ne travaillent pas comme on aurait souhaité, j'ai préféré qu'on puisse utiliser cet argent, avoir un plan bien organisé de construction de ces maisons par les mêmes militaires et les policiers, payer les entreprises congolaises, on va créer de l'emploi, on va faire tourner l'économie et je pense que l'impact sur la République démocratique du Congo et sur le pouvoir d'achat de la population congolaise sera beaucoup plus positif que si on achète ces maisons à l'extérieur en utilisant le peu de réserves d'échange que nous avons. Merci. Vous comprenez que c'est l'émission face au public. Nous laissons le public poser des questions. C'est ça le but de l'émission, Dr. Dorek Diane. Vous avez une autre question? Oui, docteur,
apparemment, tout ce que vous êtes en train de dire, nous voyons très bien qu'il y a une espèce de légèreté. Mais cette légèreté, ce n'est pas une légèreté inconsciente. Mais on voit bien que ces personnes sont conscientes de ce qu'ils sont en train de faire, notamment les responsables au niveau de ces institutions, etc. Donc un système imposé au peuple congolais pour, on va dire, piller le pays. Et vous avez été candidat au niveau des élections présidentielles face à, on va encore répéter ce que les Kinois disent, face à cette mafia. Comment vous alliez vous comporter? Parce qu'apparemment, c'est une mafia qui est mise en place pour empêcher le développement du Congo. Effectivement, nous avons un système mafia en place et qui paralyse le fonctionnement normal du pays. Comment est-ce qu'on peut corriger ça? Ou si j'étais à la place du président Félix Antoine Tshisekedi, ou si j'étais son conseiller, c'est que je peux lui conseiller donc de faire. Je dirais que le Congo a mal fonctionné jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on utilise mal les ressources humaines, on aboutit à la situation actuelle où les gens font du n'importe quoi sans savoir l'impact de cela. Je commence déjà par la Banque centrale du Congo. Moi, je vous ai dit que j'ai passé toute ma vie, grâce à la bourse du Conseil exécutif, à étudier les banques et les finances. Je suis spécialiste de ce secteur-là. J'ai étudié les marchés financiers à New York et comment ça fonctionne. Alors, quelqu'un qui a des notions élémentaires du fonctionnement du marché financier de la Banque centrale ne peut pas faire ce que cette Banque centrale a fait. Je vais vous donner quelques indications des erreurs monstres qu'ils sont en train de commettre. La première chose, je vous ai dit tout à l'heure, la violation du règlement de la réglementation d'échange. C'est inacceptable qu'une banque centrale fasse des paiements cash à des individus qui viennent transporter 1 320 000 $ cash. Ils partent de la banque centrale et ils vont dans la maison d'un individu pour aller, je ne sais pas, se partager ou faire du n'importe quoi avec l'argent du trésor public. C'est une erreur monumentale. Deuxième chose, où est la banque centrale pour superviser le secteur bancaire? Nous avons la Robank qui opère littéralement comme une banque mafieuse. Pourquoi? Parce que l'argent qui n'est pas destiné à la Robank n'avait pas le droit de pouvoir utiliser cela et remettre à M. Djamal. Elle devait exécuter les instructions qui étaient données par l'autorité monétaire de la Banque centrale pour que l'argent arrive à Ecobank. Et le rôle de la Robank était simplement d'être ce qu'on appelle une banque intermédiaire. Elle a violé la réglementation d'échange. Quelle est la mesure que la Banque centrale a prise pour punir une banque qui s'est comportée de cette façon mafieuse-là? Troisième chose, vous savez, pour qu'une banque centrale soit crédible, le législateur congolais a bâti dans la loi sur la banque centrale, mais également dans la Constitution, ce qu'on appelle le mécanisme pour donner à la banque les moyens de fonctionner normalement. On dit que la banque, dans l'article 176 de la Constitution, doit être autonome et jouir de la liberté de ses actions, autonome et indépendante. Comment voulez-vous qu'une banque centrale, à qui le législateur a donné l'indépendance et l'autonomie, viole sa propre indépendance? Je m'explique. Quand on est indépendant et autonome, on ne doit pas faire partie d'une structure gouvernementale. Parce qu'une fois que vous faites partie d'une structure gouvernementale, vous ne pouvez pas être juge et partie. La Banque centrale du Congo n'avait pas à accepter de faire partie du comité de supervision du programme de 100 jours. Quand vous faites partie du programme de supervision, en ce moment-là, vous n'êtes plus indépendant par rapport à ce que le gouvernement peut faire pour donner des contrats à des copains, pour utiliser les fonds publics n'importe comment. Or, la Banque centrale a justement, d'après cet article 176 de la Constitution, ce qu'on appelle le rôle d'être conseiller économique et financier du gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement ne sait pas comment on fait certaines choses sur le plan économique et financier, c'est la Banque centrale qui doit lui dire, s'il vous plaît, ça ne se fait pas comme ça. Or, vous faites partie déjà de la structure gouvernementale, le comité de supervision. Vous avez aliéné cette possibilité de donner des conseils indépendants au gouvernement. En plus de cela, dans le rôle toujours de conseiller économique et financier du gouvernement, la banque ne pouvait pas fermer les yeux lorsqu'on lui a présenté donc le contrat le contrat de 57 millions de dollars, alors que la licence d'importation qui était déjà approuvée par la Banque centrale n'était que de 12 500 000. La banque devait donner le conseil au gouvernement en ce moment-là en disant:
vous savez quoi, il y a quelque chose qui cloche ici. Here, c'est en anglais, je m'excuse. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Pourquoi? Parce que la vraie licence d'importation, les biens qu'on va importer ne sont que d'une valeur de 12 500 000. Comment est-ce que vous allez payer 57 millions de dollars? Dès le départ, la banque pouvait avoir arrêté cette transaction. Il a failli à sa mission. Il n'a pas donné de bons conseils au gouvernement. Il doit être responsable de cela aussi. Voilà, merci docteur Noeteli. Une question au public. Vous vous présentez, vous posez votre question. Oui, merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Christophe Ilunga, journaliste à Radio RLTV. Et ma première petite préoccupation, je voulais juste savoir, une fois nommé directeur des banques centrales, que sera-t-il votre priorité? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, comment peut-on faire pour avoir la stabilité monétaire en République démocratique du Congo vu des dépréciations que nous sommes en train de suivre dans ces derniers jours? Merci beaucoup. Je vous remercie de votre question, mais d'abord, je ne sais pas où est-ce que vous trouvez l'idée que je serai nommé à la Banque centrale. Non, ça c'est juste une question. Ah bon. En tant que spécialiste, si j'étais ou si une fois nommé, oui. Voilà. Parce qu'il n'y a aucune indication que je serai nommé à la Banque centrale. Par rapport à votre expérience, hein, oui. Ok, je vous comprends maintenant. Ouais. Non. En ce qui concerne comment assurer la stabilité monétaire, d'abord, je voudrais vous informer que j'ai écrit ma thèse de doctorat portée là-dessus. Ma thèse de doctorat à l'Université de Paris 9 Dauphine porte sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire application à la République démocratique du Congo. Que faire justement pour donner au peuple congolais une monnaie nationale crédible, qui est stable, qui n'est pas sujette à des fluctuations tous les jours là comme ce que nous avons connu jusqu'à présent. Juste pour vous donner une idée, depuis qu'on a lancé le franc congolais en 1998, quand on a lancé le franc congolais, le taux d'échange à l'époque était de 1 dollar égal à 1,3 francs congolais. Donc en d'autres termes, 1 dollar égal à 1 franc congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal à 1900 francs congolais. Il y a eu une dépréciation monétaire de près de 175 000%. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Aucune autre monnaie dans le monde ne connaît de telles proportions de perte de valeur. Et on laisse la situation comme si rien n'était, comme si elle était donc normale. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à cette situation-là? Nous sommes arrivés parce qu'on a manqué ce que j'appelle une véritable vision de développement de notre pays. On n'a pas eu une bonne politique économique et budgétaire au niveau du gouvernement. On a dépensé trop d'argent que ce qu'on avait dans les caisses. On a procédé à ce que j'appelle donc la planche à billets pour imprimer de l'argent n'importe comment. Et quand vous imprimez de l'argent qui n'est pas soutenu par la production nationale, on arrive à avoir trop de francs congolais, moins de devises, donc les taux de dépréciation, les taux d'échange vont à l'encontre donc du franc congolais. Il y aura beaucoup donc de francs congolais qu'on devra donner pour avoir un seul dollar américain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'au niveau du gouvernement, qu'on reparte à ce qu'on appelle l'orthodoxie financière. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une politique économique bien claire, qui a des objectifs à court, à moyen et à long terme. Et le gouvernement montre au peuple congolais et mobilise le peuple congolais pour arriver à exécuter cette vision de développement sur le plan économique. Maintenant, sur le plan budgétaire, une fois qu'on a adopté un budget, il faut le respecter. C'est pas pour rien qu'on parle donc par exemple d'un budget de 11,8 milliards de dollars. Si ce budget est réaliste, il faut l'exécuter, il ne faut pas dépenser plus d'argent que ce qu'on a donc dans les caisses. Quand on dépense plus d'argent que ce qu'on a dans la caisse, il faut trouver cette différence-là. Et la différence, pour la trouver la plupart du temps, on fait pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse procéder à ce qu'on appelle la planche à billets. Elle tourne la planche, elle imprime des papiers qui n'ont pas de valeur et on aboutit donc à la dépréciation monétaire. Par exemple, pour vous en convaincre, à la fin du mois d'avril 2020, il était prévu que le gouvernement allait réaliser un excédent budgétaire de 34 milliards de francs congolais. À la place, ils ont dépensé trop d'argent et ils ont enregistré un déficit budgétaire de 620 milliards de francs congolais. Donc, au lieu d'un excédent de 34 milliards, ils ont fait un déficit de 620 milliards de dollars. La différence là a été financée comment? En faisant pression sur la Banque centrale.
qui a tourné la planche à billets, qui a imprimé trop de francs congolais qui n'ont pas de valeur. Donc, s'il faut changer les choses, il faut revenir à ce que j'appelle l'orthodoxie financière, c'est-à-dire que chacun fasse son travail, que le gouvernement conduise la politique budgétaire, la politique économique de façon responsable et que la Banque centrale conduise la politique monétaire et la politique d'échange de façon crédible. La combinaison là, elle va nous donner une monnaie nationale crédible, une monnaie qui conserve de la valeur. Mais vous n'avez pas répondu à la première question. Si j'ai posé qu'une fois, par exemple, nommé directeur de Banque centrale, quelle sera-t-il votre priorité? Je vous ai dit tout à l'heure d'abord qu'il n'y a rien qui indique qu'il serait nommé. Non, c'est juste une question. Juste une question. Mais si cela était le cas, oui, je ferai en sorte que, en tant que conseiller économique et financier du gouvernement, voilà, je donnerai des conseils au gouvernement pour qu'on ait une politique économique, une politique budgétaire cohérente. Oui. Et qu'on respecte cette politique-là. Une fois qu'on a bu le budget, il faut le respecter. Oui. Maintenant, au niveau de la Banque centrale, je ferai en sorte qu'on puisse faire toutes les missions qui reviennent à la Banque centrale correctement. Première chose, concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire, de façon telle qu'on ait une stabilité donc des prix à long terme. Deuxième chose, je ferai en sorte qu'on ait un système bancaire qui fonctionne normalement. C'est important que dans notre pays, qu'on ait un système financier qui soit à mesure de financer les besoins de développement du pays, les besoins du secteur privé. Le système financier que nous avons aujourd'hui ne répond pas à cette préoccupation-là. Nous avons 14 banques commerciales. Toutes les banques commerciales sont étrangères. Je ferai en sorte qu'on ait des banques congolaises. On va restructurer le système bancaire pour que de ces banques-là étrangères, qui est l'entrée des Congolais dans les capitaux des banques. Il y a des mécanismes, je ne pourrais pas aller dans les détails ici, pour que les Congolais puissent entrer dans ces capitaux, dans les capitaux des banques, ou bien qu'on crée de nouvelles banques, où il y aurait soit des Congolais je veux dire institutions congolaises, ou bien publics congolais, où il y aurait aussi une combinaison donc des Congolais et des étrangers, de façon qu'on ait donc des banques qui soient donc solides, bien capitalisées et capables donc d'offrir des produits et des services de qualité. Troisième chose, je ferai en sorte qu'on gère correctement les réserves d'échange. On ne va pas utiliser les réserves d'échange n'importe comment, pas pour acheter des maisons préfabriquées. Et vous allez voir d'ailleurs qu'on fera en sorte que le Congo puisse avoir une vision d'augmenter considérablement ses réserves d'échange, de façon telle que on les garde en cas de nécessité, on les garde pour intervenir sur le marché, pour stabiliser donc la valeur du franc congolais, on les garde pour les utiliser simplement quand on a un besoin d'intérêt national qu'on ne peut pas financer donc autrement, et en ce moment-là on pourra donc les utiliser. Je vous donne l'exemple des pays comme le Nigeria, ont des réserves d'échange donc d'environ 45 milliards de dollars. Ce n'est pas acceptable que la RDC ait des réserves d'échange de 1 milliard de dollars. N'importe quel pays donc voisin peut se moquer de nous. On sait qu'on n'a pas une grande capacité de résistance parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour résister en cas d'attaque par exemple qui viendrait donc de l'extérieur. Et enfin, si j'étais donc à la Banque centrale, on jouera avec force le rôle de conseiller économique et financier du gouvernement. On ne va pas laisser le gouvernement faire de n'importe quoi ou prendre n'importe quelle décision qui n'est pas du tout soutenue par des justifications tangibles. On va jouer à fond ce rôle de conseiller économique et financier du gouvernement. Donc bref, on va remettre la Banque centrale en position de faire ce qui est attendu donc d'elle en tant qu'institut monétaire. Et ce rôle-là est défini dans la Constitution. Merci beaucoup. Moi, c'est M. David Ntambwe. Je suis analyste politique. Ma préoccupation était la suivante. Nous avons suivi dans les derniers conseils des ministres, le gouvernement a décidé de faire des grandes réformes par rapport à la Banque centrale. Aujourd'hui, si vous étiez associé vous étiez associé à cette commission qui sera peut-être mise en place pour faire des réformes, quelles seraient les priorités des réformes que vous allez mettre en place pour donner une bonne image de notre Banque centrale? Oui, je vous remercie de la question. Je vous informe que j'ai publié un livre, 3 livres qui portent sur ces questions-là. Le premier livre s'intitule Building Credible Central Banks. C'est en anglais, ça veut dire comment bâtir la crédibilité des banques centrales. Et je donne spécifiquement des exemples de la Banque centrale du Congo, comment la crédibiliser, sortir de la situation de sommeil où elle est plongée actuellement depuis plusieurs années, pour qu'elle devienne une banque centrale aussi respectable que la BCEAO en Afrique de l'Ouest, que la banque centrale, la banque de réserve, donc en Afrique du Sud, ou la Fed aux États-Unis, ou la Banque centrale européenne. C'est possible donc de le faire.
Et j'ai publié aussi Vision pour une monnaie forte. La monnaie forte dont je parle, c'est comment faire pour que le franc congolais devienne une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. Et enfin, j'ai publié un livre qui s'intitule La bataille pour une monnaie nationale crédible. Cette bataille-là, c'est notre bataille collective en tant que peuple congolais pour mettre fin à la dollarisation et qu'on ait simplement le franc congolais qui devienne la monnaie qui soit utilisable sur l'étendue du territoire national. C'est pour ça que j'ai mal au ventre quand j'entends que la Banque centrale paye des gens 1 million, 30 millions, 50 millions de dollars sur l'étendue du territoire national, en violation de la Constitution. L'article 170 de la Constitution dit quoi? Le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Et on trouve notre banque centrale qui paye des gens en dollars, c'est-à-dire qui viole sa propre la constitution de la RDC et qui détruit même la mission qui lui a été confiée par le législateur. C'est tout à fait inacceptable. Donc, si j'ai l'occasion, moi, je souhaiterais que nous puissions respecter la constitution, respecter les lois, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et la Banque centrale doit être restructurée de fond en comble, c'est-à-dire au niveau des produits qu'elle offre, au niveau de l'organisation, je vais revenir sur l'organisation tout à l'heure, au niveau des personnels, au niveau des relations entre la Banque centrale et l'État, des relations entre la Banque centrale et le secteur financier, et même des relations entre la Banque centrale et le public. Elle doit être restructurée de fond en comble. En ce qui concerne l'organisation, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que le Congo est devenu indépendant en 1960. Et quand on est devenu indépendant, on avait combien de provinces? 6 provinces. On est passé de 6 provinces à 11 provinces. Et de 11 provinces à 26 provinces. La Banque centrale qui a été établie en 1961 continue à garder la même organisation structurelle. C'est-à-dire, on a décentralisé le pays, mais la Banque centrale n'a pas été décentralisée. Elle continue à fonctionner avec la même structure. Nous devons la mettre à jour. J'ai conçu tout un modèle pour pouvoir adapter la structure organisationnelle de la Banque centrale aux impératifs de décentralisation au niveau politique que nous avons au niveau donc du pays. Donc, on aurait un grand programme de réforme qui va tout changer par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Merci, docteur Noël Tchani. Gali Melamèche, vous avez une question? Oui, docteur, vous connaissez trop dans ce domaine. Trop même. Apparemment. Mais on aimerait savoir, est-ce que vous avez tenté quand même, quelle est une action, une démarche vers le gouvernement pour justement leur apporter cette expertise? Si vous l'avez tenté et que ça n'a pas été positif, pourquoi? Quels ont été les... Non, je ne dis pas que j'ai tenté que ça n'a pas été positif, oui. Mais j'ai fait des efforts pour informer les autorités que nous avons une vision dans ce secteur-là qui peut être utile au pays. J'ai rencontré le président Félix-Antoine Tshisekedi et je lui ai remis le livre « La bataille pour une monnaie nationale crédible », mais également « Vision pour une monnaie forte », qui parle de l'organisation non seulement de la monnaie, du secteur financier, de la Banque centrale. Tout ce que je dis là, ça se trouve dans ces livres-là. C'est la Bible, si je peux dire, donc des réformes financières donc, dans notre secteur. Le chef de l'État a mes idées donc, sur papier, donc dans ces livres-là, il lui appartient à lui de savoir comment en faire bon usage. Si on vous proposait de prendre la Banque centrale, qu'est-ce que vous direz par rapport à ça? J'ai toujours dit, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, là c'est pas pour rien, quand vous avez commencé à parler, je vous ai dit que j'étais un petit garçon. Je suis sorti du Congo et le Congo m'a fabriqué. Le Congo m'a fabriqué parce que quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais juste comme tout le monde. Et on m'a donné une bourse, et on m'a dit allez étudier à l'étranger, apprenez au maximum et revenez pour vous mettre au service du pays. Et j'ai vraiment étudié. Après le diplôme d'État, 15 diplômes universitaires en Belgique, en France, aux États-Unis. J'ai étudié dans des pays, pour utiliser l'expression à la mode donc en ville aujourd'hui, dans les pays où on n'achète pas de diplômes. Donc, après avoir fait tout ça, et j'ai investi mon temps. Donc, tout ce que je connais, c'est les banques et les finances. En dehors de ça, je ne connais pas comment jouer au football ou bien au basketball. Quand il s'agit de jouer au football, je voudrais qu'on fasse appel à Trésor Mputu et à Mantampi. Mais maintenant, quand vous voulez aligner quelqu'un pour refaire le système bancaire, pour refaire la monnaie, pour refaire la banque centrale, pour refaire l'économie, je pense que j'ai quelque chose donc à contribuer. Si on me demandait de le faire, je le ferais volontiers parce que c'est mon pays et je dois tout à mon pays. Très bien, parce que donc aujourd'hui on vous placerait du côté de l'opposition ou
disons, de la majorité présidentielle? En fait, vous savez que je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais occupé un poste politique. J'ai des difficultés à comprendre qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité ici. Moi, je me situe du côté du peuple congolais. Donc, s'il y a un intérêt à faire, si cet intérêt-là peut être réalisé par quelqu'un de l'opposition, je le ferai avec lui. Mais si ça peut être réalisé par quelqu'un donc de la majorité, je le ferai avec lui. Je mets le peuple congolais avant toute considération. Très bien. Merci. Une autre question au public? Ok. Oui, simplement, je voulais intervenir par rapport au dernier propos qu'il vient de dire. Il dit, vous n'êtes pas politicien, mais vous avez postulé en tant que candidat président de la République. Oui, le fait de postuler en tant que président de la République, c'est parce que d'abord, j'étais dégoûté de la politique dans mon pays. J'ai trouvé que les politiciens nous ont trahis. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on nous tourne en bourrique, on nous tourne en cercle, le Congo ne décolle pas et le peuple congolais est marginalisé. Et tous les politiciens, ils parlent quand ils arrivent là-bas, c'est qu'ils font le contraire de ce qu'ils nous ont promis. Regardez le cas donc de Vital Kamerhe. On nous a promis la bonne gouvernance, tolérance zéro à l'égard de la corruption, tolérance zéro à l'égard de de détournement des fonds publics. Il arrive donc là, directeur donc des cabinets. La première des choses donc qui s'est fait, c'est le contraire de ce qu'on avait entendu donc jusqu'à présent. Donc, je suis révolté par ce système. Je suis un révolté de la société. Je voudrais changer les choses pour que mon pays fonctionne différemment. Vous savez, j'ai eu l'avantage de travailler sur les 5 continents, de travailler dans 85 pays différents et de voir comment d'autres pays qui sont moins nantis que le mien font des progrès. Et ça m'a interpellé. Je me suis posé la question de savoir, mais comment eux ils avancent alors que nous qui avons plus que eux, nous n'avançons pas, nous régressons tous les jours. C'est ça qui m'a amené à me dire, je vais me présenter aux élections. Si je gagne les élections et je deviens président de la République, ce Congo va être changé, totalement changé, du fond en comble. Pourquoi? Parce que j'ai des référentiels. Je sais ce que d'autres pays ont fait pour aller de l'avant. Je connais ce que l'Indonésie a fait, ce que la Corée du Sud a fait, ce que les îles du Cap-Vert ont fait, ce que les îles Barbades ont fait, Jamaïque et consorts, sur les 5 continents. Donc, c'est ça qui m'a amené à me présenter aux élections présidentielles ici et à rédiger la vision de développement qui est connue comme étant le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Malheureusement, le peuple congolais ne m'a pas choisi. Et je ne vais pas pleurer, je ne vais pas me tuer, je ne vais pas faire comme M. Djamal, je ne vais pas me suicider. Donc, ce que je vais faire maintenant, j'ai pris cette vision, je l'ai mise dans les mains du chef de l'État et je lui dis, utilisez ça. Si vous pouvez l'utiliser dans l'intérêt du peuple congolais, tant mieux. Mais si vous ne l'utilisez pas, je comprendrai aussi si vous avez votre propre vision. Demandez à tout le monde, y inclus à moi, de vous aider donc à le mettre en œuvre pour que nous puissions donc aller de l'avant. Donc, en résumé, je ne suis pas politicien. Je suis un technocrate, un révolté de la société qui veut changer les choses pour que le Congo fonctionne différemment. Vous avez perdu les élections, Félix Tshisekedi, élu président de la République. Par rapport à tout ce qui s'est rencontré en termes de contestation, quelle était votre réaction? Vous savez, moi j'ai vécu dans des pays à démocratie avancée. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait ma thèse de doctorat en France. Et j'ai vécu aux États-Unis. Dans ces pays-là, la démocratie est très avancée. Je connais comment, quand on organise des élections, à quoi il faut s'attendre. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Mais quand vous perdez, il faut que vous soyez un bon perdant. Un bon perdant, c'est-à-dire, vous vous inclinez devant les résultats qui sont proclamés par les institutions officielles. Dans notre cas ici, la CENI a proclamé des résultats. Vous croyez que moi je ne voulais pas être proclamé président? Si on m'avait proclamé président, j'aurais applaudi. Mais la CENI a proclamé Félix Antoine Tshisekedi président de la République. Et il y a eu d'autres candidats qui ont contesté cela. J'ai attendu avant de me prononcer pour voir clair. Et les contestations ont été déposées à la Cour constitutionnelle, qui est la Cour suprême dans notre pays. Et la Cour suprême, après avoir entendu tout le monde, ça a passé en direct d'ailleurs à la télévision, a tranché en disant, lui, il a gagné. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Dans ces conditions-là, en tant que bon démocrate, en tant que quelqu'un qui croit dans l'état des droits, je me suis incliné et j'ai fait un discours public officiel. Vous pouvez aller sur Internet, taper simplement Noël Tchani, félicitations, ou félicite Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez voir mon discours. J'ai donné des conditions d'acceptation de ces résultats, en disant
Je n'ai pas un autre moyen de contester ces résultats. C'est la Cour constitutionnelle qui les a validés, je m'incline. Maintenant, je vous souhaite bonne chance, mais je vous donne des conseils. Un, il faut être libre, avoir la liberté d'action pour que vous puissiez prendre toutes les décisions rapidement et faire avancer la cause. Deux, il faut former votre équipe en toute liberté. Malheureusement, cela n'a pas été suivi. Je vois qu'il y a des coalitions avec le FCC Locage. Trois, il faut avoir donc la main sur les portefeuilles clés, c'est-à-dire les fonctions régaliennes, les ministères régaliens. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Et je vois qu'à cause de tout ça, ce que j'ai conseillé qui n'a pas été suivi, le pays est paralysé. Je continue à revenir encore donc à ces recommandations que j'avais faites. Si nous voulons que le Congo avance, j'invite les copains du FCC, Joseph Kabila et ses copains, à pouvoir être réalistes, à donner la liberté à Félix Antoine Tshisekedi en tant que président pour gérer le Congo au profit de tous, mais en prenant toutes les décisions rapidement, sans avoir à se référer toujours à Kingakati parce que ça paralyse le pays. Merci, Dr Noël Tchani. Une petite question par rapport à cette pandémie. C'est vrai, il y a eu progression encore. L'économie du pays, je ne sais pas si ça va encore se relever. Déjà, on a des problèmes partout. Pensez-vous vraiment que le Congo pourra sortir vainqueur de cette pandémie sur le plan économique? La pandémie a paralysé le pays. Nous pouvons voir que l'économie est complètement donc à genoux et les gens souffrent. Les gens souffrent sérieusement. Moi, je reçois des coups de fil tous les jours. Des gens qui me disent, s'il vous plaît, j'ai 3-4 enfants, je n'ai rien à manger. Que faut-il faire? Et de nous acheter même la nourriture. Je crois que nous pouvons nous en sortir en tant que pays si nous nous organisons mieux que ce que je vois aujourd'hui. Nous organiser, ça veut dire non seulement prendre des mesures de confinement, mais aussi avoir des mesures d'accompagnement pour que la population, surtout la population démunie, ne soit pas totalement abandonnée. Et si nous voulons arrêter la propagation de la maladie, il faut que le gouvernement assume certaines responsabilités. Ça a un coût financier. Par exemple, on dit le port de masque est obligatoire. C'est bien d'avoir le port de masque obligatoire. Mais qu'est-ce que vous allez dire à cette maman qui n'a pas 500 francs pour acheter des bidons d'eau? Parce que dans notre pays, on achète même de l'eau à boire. Qui n'a pas 500 francs pour acheter donc les bidons d'eau, vous allez lui demander donc d'aller acheter donc un masque à porter. Ce n'est pas réaliste. Donc, s'il faut donner des masques, je demande que le gouvernement fasse un effort pour qu'on puisse distribuer des masques gratuitement à des personnes qui n'ont pas de moyens. Ce n'est pas tout le monde qui va aller se mettre en ligne pour avoir ces masques gratuits qui vont être distribués par le gouvernement. Mais il faut qu'on dépense de l'argent pour acheter ces masques-là, pour donner à des populations qui sont démunies et qu'on ait d'autres mesures donc complémentaires pour qu'on puisse donc accompagner la population. Donc si on fait ces choses-là, nous allons sortir de la pandémie agrandie. Mais il ne faut pas simplement donc attendre que la pandémie termine pour se mettre au travail. Je demande encore une fois de plus que nous fassions différemment par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à présent. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, je le dis, je le répète, le Congo n'a pas eu de vision de développement. Moi, je vous propose une vision de développement. Et je sais ce que je veux réaliser avec cette vision-là. Ça s'appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Je demande que tout le monde vienne autour de la table. J'invite nos parlementaires, de l'opposition, de la majorité, nos sénateurs, de l'opposition, de la majorité. J'invite même le gouvernement. J'invite tout le monde, y inclut le président de la République, l'ancien président Joseph Kabila. Venons à la table de la fraternité congolaise. Je vous présente le plan Marshall. Vous pouvez le critiquer, vous pouvez le changer, vous pouvez le modifier. Pour qu'à la fin de cela, qu'on ait une vision qui sera adoptée par le peuple congolais. Ce sera la vision partagée par tout le monde. Et en ce moment-là, nous allons nous mettre au travail pour la mettre en œuvre. Si nous suivons cette démarche-là, le Congo va sortir de la pandémie agrandie et je vous assure que qu'en 15 ans, nous allons devenir un pays émergent parce qu'on aura des objectifs clairs et on saura ce qu'il faut faire pour arriver à réaliser cet objectif-là. Merci, Dr Makani. Oui, docteur, nous remarquons que vous êtes de très bonne foi, vous avez la volonté de faire. Il y a quelques années, nous avons vu aussi une personne qui est venue de la diaspora comme vous, le docteur Kachala, Oscar Kachala, qui est venu ici avec des très bonnes idées, etc. Et puis après, pouf, on n'a plus vu le docteur Oscar Kachala. Il est reparti aux États-Unis, on ne sait peut-être même pas où est-ce qu'il se trouverait. Est-ce que
on peut compter sur vous dans les prochaines années où finalement vous allez remarquer que c'est un pays peut-être des fous et finalement vous allez abandonner aussi et puis partir. Vous n'êtes pas prêt peut-être à vous engager dans un combat profond et critiquer de loin. Dire c'est un pays des fous, moi je veux rien avoir avec eux, je pars. Vous avez bien fait de me rappeler Dr Oscar Kachala, parce que je n'entends plus parler de son nom. Quand je venais d'arriver des États-Unis, partout où j'ai passé, on me disait ah, vous êtes un autre Oscar Kachala. Pourquoi on disait ça? Parce qu'après qu'il ait perdu les élections, il a plié bagage, il est parti aux États-Unis et ils n'ont plus entendu parler de lui. À la différence, après avoir perdu les élections, je suis devenu beaucoup plus actif d'ailleurs au Congo. Et je vais rester ici. Pourquoi? Parce que c'est chez moi. Et je vais travailler avec le peuple congolais pour sensibiliser les gens. J'ai une mission. La différence entre Oscar Kachala et moi, vous savez laquelle? Moi, je suis né le 25 décembre, le même jour que Jésus. Je suis un bon samaritain. Je suis venu avec une mission et je vais réaliser cette mission-là. La mission, c'est de développer la RDC. Et pour que nous puissions développer la RDC, on a besoin de mobiliser tout le monde. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Avant la pandémie, j'avais déjà commencé à faire le tour de toutes les universités à Kinshasa. Je suis allé même à l'ISP en Banzangungu, j'allais partir à Boma et à Matadi, je comptais aller au Bandundu partout. Dans toutes les universités, je voudrais que l'intellectuel congolais réalise que c'est faisable de développer la RDC. Mais on ne développe pas la RDC avec la bouche, on développe la RDC avec une vision, avec des actions concrètes. Je veux que les gens comprennent ce que j'essaye de faire. S'ils adhèrent à cela, nous allons travailler ensemble. Et je vais vous assurer qu'à la fin de la journée, nous allons développer ce pays au profit de tous et les gens vont réaliser que nous allons réussir. Vous savez pourquoi? Parce que je crois sincèrement que l'impossible n'est pas congolais. Merci, l'impossible n'est pas congolais. Voilà, docteur Noël Djani. Je ne sais pas, en petit mot, si vous pouvez nous présenter votre plan Marshall. Le plan Marshall, c'est une vision de développement pour sortir le Congo de la situation catastrophique actuelle et devenir un pays émergent, créant au passage des emplois, des opportunités pour tout le peuple congolais, mettant en place les infrastructures de base dont nous avons besoin pour le développement, c'est-à-dire construire les routes, les autoroutes, les aéroports, les chemins de fer, relier toutes les provinces du pays, devenir un pays intégré. En quoi il consiste le plan Marshall? Il y a plusieurs programmes que j'avais conçus avant Covid-19. Les choses ont été modifiées parce que la pandémie nous a montré encore les faiblesses de notre organisation en tant que pays et j'ai intégré cela maintenant dans le plan Marshall après Covid-19. Avant, j'avais à peine 15 programmes. Aujourd'hui, nous avons 50 programmes à mettre en œuvre sur une période donc de 15 ans. Maintenant, je vais résumer quelques-uns de ces programmes-là. D'abord, nous devons investir à mettre en place un environnement de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Parce que sans paix, sans sécurité, on ne peut pas réussir. Nous devons tout faire. Et c'est là qu'on pouvait utiliser les réserves d'échange si c'est nécessaire. S'il faut utiliser les réserves d'échange pour faire la guerre aux rebelles et en finir une fois pour toutes, je comprendrai ça. Parce que c'est une nécessité pour le pays. Maintenant, après avoir mis l'environnement de paix et de sécurité, nous devons investir dans ce que j'appelle la mise en place des systèmes de bonne gouvernance. Aujourd'hui, le procès Kamere nous a révélé clairement que nous n'avons pas un système de bonne gouvernance. L'argent de l'État sort par tous les trous, n'importe comment, et il n'y a rien qui reste dans le budget pour financer le développement. Nous devons boucher tous les trous pour qu'on ait des mécanismes de bonne gouvernance pour que tous les fonds publics entrent dans le budget national, que le budget puisse être augmenté de, je ne dirais même pas 11 milliards, parce que nous sommes dans les environs peut-être de 6-7 milliards aujourd'hui, qu'il augmente donc de ce montant-là pour atteindre la vitesse de croisière. J'ambitionne d'avoir un budget d'environ 75 milliards de dollars par an. C'est faisable. Maintenant, quand on aura réformer l'environnement donc de gouvernance, le système de justice, nous allons maintenant investir dans ce qu'il y a de plus important pour le développement d'un pays, les ressources humaines. Nous devons mettre en place un système éducatif qui forme des Congolais de qualité pour que déjà au niveau du primaire et du secondaire, quand l'enfant termine le secondaire, il est prêt à tout. On l'envoie à l'université, il devient un haut cadre donc de notre administration ou bien du secteur privé. Mais quelqu'un de qualité qui sait ce qu'il fait, pas des gens qui répètent simplement les récitations du corbeau et du renard et qui ne peuvent pas donc réussir. Au-delà de cela, je voudrais qu'on puisse donner au peuple congolais un système donc de bonne santé.
c'est-à-dire réformer le secteur de la santé. La pandémie nous a montré aujourd'hui, nous n'avons pas un hôpital moderne en République démocratique du Congo, capable de donner des soins de qualité à qui que ce soit. Je veux qu'on puisse regarder des hôpitaux comme l'hôpital général de référence de Kinshasa, au lieu de perdre du temps à pouvoir les restructurer. Je voudrais qu'on puisse les détruire et reconstruire de nouveaux hôpitaux de ce standard-là, répondant aux normes internationales, non pas simplement à Kinshasa, mais un peu partout sur l'ensemble du territoire national. Comme ça, le peuple congolais, quand il tombe malade, vous allez là-bas, vous pouvez espérer avoir des soins de qualité, mais vous n'allez pas partir dans un mouroir. Et après cela, je voudrais qu'on donne à tout un chacun l'accès aux soins de santé, c'est-à-dire qu'on mette en place ce système d'assurance maladie universelle, qui permettrait à tout un chacun de se faire prendre en charge. Regardez ceux qui sont malades donc de Covid-19. Ils sont pris en charge par qui? Par le gouvernement. On peut étendre cela maintenant pour couvrir toutes les maladies, quitte à trouver donc des mécanismes de financement donc de ce système-là. Au-delà des ressources humaines, je voudrais qu'on assure à la population congolaise ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire mécaniser l'agriculture, l'élevage et la pêche pour produire localement tout ce dont nous avons pour notre consommation. Nous avons besoin pour notre consommation. C'est faisable. Le week-end dernier, moi, je suis allé au plateau de Batek. J'étais surpris qu'à moins de 2 heures de Kinshasa, il y a des surfaces de terre qui ne sont pas cultivées, mais où vous pouvez juste planter tout ce que vous voulez. Je viens d'acheter donc quelques hectares de terre là-bas, je vais faire l'agriculture et je vais montrer à tout le monde que c'est possible de produire ce dont nous avons besoin pour notre consommation. Et si tout le monde pouvait le faire, ou bien ceux qui ont des moyens pouvaient le faire, je crois que la RDC sera mieux servie. Et après, on va mettre en place un grand programme de développement des infrastructures. Des infrastructures, c'est-à-dire construire donc des routes et des autoroutes pour relier toutes les provinces du Congo, construire des chemins de fer pour relier toutes les provinces, construire des aéroports modernes, construire donc des nouveaux ports modernes. Le port par exemple des Bananes doit être construit pour diminuer la dépendance vers d'autres ports tels que Dar es Salaam, le port de Pointe-Noire. Vous avez entendu donc M. Moïndou dans le procès de Kamere, il doit se déplacer pour aller dédouaner des marchandises donc à Dar es Salaam et ça nous coûte de l'argent. Développons notre propre port à eau profonde, le port des Bananes. On va éviter tout ça, on va faire des épargnes, utiliser ces épargnes-là pour pouvoir développer la RDC. Et enfin, je voudrais qu'on puisse mettre en place un système financier qui fonctionne. C'est tout un programme pour réformer la Banque centrale, réformer la monnaie, réformer le système financier pour qu'on ait de véritables banques qui financent les secteurs privés, mais également donc l'économie donc de la RDC. Et on va aussi mettre l'accent sur l'industrialisation du Congo, c'est-à-dire prendre nos matières premières, les transformer en produits semi-finis, produits finis à l'intérieur du Congo, créer des emplois pour des Congolais et diminuer la dépendance donc vers l'extérieur. Si nous faisons ces choses-là, je vous assure que dans 15 ans, nous avons un pays émergent, un pays où tout le monde aura du travail en comparaison à la situation actuelle où 85% de la population se trouve donc au chômage. Donc voilà grosso modo les grandes lignes donc du plan Marshall, mais on pourra passer plus de temps. Je peux présenter tous les 50 programmes de façon détaillée pour que tout le monde prenne connaissance donc de cela. Merci Dr Noël Tchani, merci public, merci à toi aussi Kalim Elamèche. Juste une petite question avant qu'on finisse. Juste une minute, on va demander à la réalisation une minute. Je voudrais juste savoir, docteur, aujourd'hui vous avez dit que vous n'êtes ni de l'opposition ni de la majorité, mais la question qu'on aimerait savoir c'est qu'est-ce que vous pourriez jouer comme rôle entre ces débats infinis entre opposition, majorité, mais qui n'amènent jamais de solution? Je voudrais, merci beaucoup de poser cette question-là. Je voudrais dire que je suis attristé par le système politique congolais. Parce que quand on a un système politique, il doit contribuer à régler les problèmes et ne pas être source de problèmes lui-même. Nous avons 777 partis et regroupements politiques en RDC. À quoi ça nous sert? Ce n'est pas ça la démocratie, c'est de l'anarchie, c'est une perte de temps pour tout le monde. Je propose qu'on puisse restructurer le système politique pour réduire le nombre de partis et regroupements politiques à 4 regroupements au maximum, pour que la démocratie puisse fonctionner normalement, pour que chacun des regroupements soit tenu responsable de présenter au peuple congolais sa vision de développement et que les gens vont choisir entre ces 4 regroupements-là. Quels sont les regroupements que moi je vois? Ceux qui sont déjà sur le terrain, le FCC le cache, je leur donne le conseil suivant. Parce qu'ils sont en couple, on dirait qu'ils sont mariés.
S'ils s'aiment tellement qu'ils forment un seul regroupement, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, et qu'ils se choisissent un leader, j'espère que le président de la République sera le leader donc de ce regroupement-là. Mais s'ils ne sont pas à mesure de conserver leur mariage, qu'ils aient un FCC et qu'ils aient donc le cash. Et en troisième position, on aura un nouveau regroupement politique, la force du changement, que moi je représente, avec de nouvelles idées, qui voudraient attirer tous ceux qui veulent développer la RDC rapidement, pour qu'on se mette donc au travail. Et enfin, on aura un quatrième regroupement, le groupe de mon ami Martin Fayoulou, Lamouka et puis tous ses copains, ils peuvent se retrouver. Alors maintenant, on va inviter tout le monde, tous les autres partis politiques, tous les autres leaders à choisir tel ou tel parmi ces 4 plateformes. Et je pense que si nous le faisons, la démocratie va avancer d'un cran par rapport au système que nous avons aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour dire que ceux qui veulent adhérer à la force du changement, nous avons une adresse très simple. Vous pouvez appeler les 2 numéros suivants. 243 81 50 99 337 ou bien aussi 243 85 210 22 22. Vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous enregistrer en tant que membre de la force du changement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci vraiment d'honorer cette émission face au public. Dr Noël Tchani, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau de Face au public. Merci. Moi, j'étais très content de venir ici. Je pensais que j'allais trouver mon frère et ami Roger Lumba, là où est-ce qu'il est. Je lui souhaite bonne santé et je voudrais donc le voir le plus rapidement possible. Vous lui direz bonjour de ma part. En tout cas, le message est passé. Il nous suit déjà chez lui à la maison. Je crois qu'il a reçu votre salutation. Merci à toi, Kalim Elamenji. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, public. C'est vrai qu'on a réduit un peu le public par rapport aux mesures d'hygiène pour respecter la distanciation sociale. Voilà. Je crois qu'on va se retrouver prochainement. Vous voulez entrer en contact avec nous? Appelez-nous au 097 894 12 97 ou soit 082 026 79 03. Le numéro, je crois, est affiché sur l'écran. Donc, vous allez entrer en contact avec nous et nous allons vous recevoir. Nous vous disons merci à toute l'équipe technique, à Merveille Agoloa, Aimé Bidoya et William Founi qui nous a accompagnés ce soir pour réaliser cette émission face au public. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Merci. Merci à vous. Nzambe soki asimbi eloko basini ya kitoko emonanaka, c'est vrai. Ata bakonzi bayaki zomi na nsima elingaki esimba te po ete Mobutu alobaka après lui c'est le déluge. Oyoka maloba alobaka na tango na ye yoka maloboyo. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable, rien à faire. Plus loin, akei kokata ba relation na biso na Israël. Oh bana Israël, bazali bana ya Abraham. Bazana promesse, Dieu a dit c'est lui qui te maudira, je le maudirai. Tala esika to dindaka lisusu na libulu ya molili. Nzamba balolaki mokongo na Kongo pasi ekomaki makasi yango nyonso